On va passer Dis-moi. à la deuxième partie de cet après-midi. On a un peu de retard, mais c'est normal, hein, comme c'est toujours souvent le cas. Et donc c'est moi qui d'ailleurs qui va, donc je vais partager tout de suite, faire une sorte d'introduction aussi sur cette partie-là où on va moins s'intéresser à l'aspect spectral, enfin on va en tout cas le mettre de côté. C'est une présentation avec Mathieu et qui concerne également le sujet de thèse de Fanny. Donc, le problème serait le suivant, où on n'est plus dans l'aspect des sols, enfin de l'humidité, etc., mais vraiment d'une couche d'eau au-dessus d'un support éventuellement diffusant, rugueux. Et là, on va faire comme hypothèse que cette couche d'eau ne dépend pas de l'indice, ne dépend pas, pardon, de la longueur d'onde, avec un indice de 1,33 pour l'eau, que l'eau est non absorbant, et enfin que l'interface supérieure est parfaitement plane. Du coup, au niveau des changements d'aspect, comme finalement c'est non absorbant, eh bien, on a quelque chose qui change relativement peu, à part donc le seul changement, c'est un changement d'interface. On passe d'une interface rugueuse à une interface plane. Donc la surface va paraître plus brillante. Et par ailleurs, comme on est dans des échelles où la diffusion peut être supposée indépendante, la diffusion de surface indépendante de la longueur d'onde, et bien d'avoir la lumière cette lumière achromatique qui est avant la couche d'eau est relativement distribuée partout angulairement, va être concentrée dans la réflexion spéculaire. La conséquence, c'est que on va avoir une surface plus sombre et généralement avec une couleur plus saturée, une couleur diffuse plus saturée. Et on va faire une approche encore plus simple en supposant que le background est lambertien et avec une interface plane entre le support lambertien et la couche d'eau. Là, dans ce cas-là, ben, on a toujours une couche non absorbante au-dessus, donc on a vraiment la même apparence, en tout cas en première approche. Et ben, l'avantage de faire cela, hein, c'est qu'on va aboutir à des formules analytiques et ce qui va nous intéresser. Alors j'ai repris la petite animation qu'a faite Mathieu et donc vous avez pu déjà voir, je crois, dans un ou deux exposés précédents. Donc vous avez sur une interface ben, la réflexion spéculaire. Une partie est transmise par l'interface et in en transmittance, qui va arriver sur la réflectance intrinsèque du background. C'est le seul élément qui dépend de la longueur d'onde qui va donner éventuellement la couleur de l'objet. Et ensuite, une partie va être transmise dans la configuration considérée qu'on appelle T-out. Sans oublier qu'il y a une très grosse partie qui va être réfléchie, réflexion interne. Et cette réflexion interne, elle n'est vraiment pas négligeable, puisqu'il y a un moment où il va y avoir une réflexion totale. Et elle atteint 50% pour une interface avec l'eau. Donc il ne faut vraiment pas la négliger et donc il faut tenir compte des réflexions multiples qui vont avoir lieu entre cette interface et puis la réflectance interne du support. Et si on fait la sommation, ah, j'ai un écho, oui. Si on fait la sommation, on obtient cette formule-là, hein, c'est la sommation infinie, qui doit s'adapter à la configuration d'illumination et de collection de la lumière. Donc c'est une formule qu'a établie Mathieu Hébert. On pourrait dire que c'est un peu une généralisation, enfin une modernisation de ce qu'on appelle la correction de Sanderson. Alors on peut faire pour n'importe quelle configuration et on peut l'appliquer notamment pour avoir la réflectance bidirectionnelle. Et comme vous le savez, la réflectance bidirectionnelle est liée à la BRDF, à un facteur
multiplicatif. Voilà pour les éléments. Alors, si on a un support sec, c'est-à-dire autrement dit, on a une épaisseur nulle, eh bien, tout va se jouer sans diffusion latérale. Et on a, si on éclaire avec un spot très fin, ponctuel, on a la lumière qui est à peine diffusée, très peu diffusée latéralement. Les choses sont différentes lorsqu'on a vraiment une épaisseur d'eau, où là, vous voyez le chemin lumineux qui entre en jeu. Et on a cette courbe-là au niveau de l'éclairement, au niveau du support, va avoir cette allure-là. Pourquoi au début c'est relativement bas? Parce que la réflectance de Fresnel est faible en retour, donc on a très peu de lumière en retour, elle va être surtout transmise finalement. Et à partir d'un moment, vous avez une forte augmentation jusqu'à l'angle critique. Et donc là, c'est là où vous allez avoir le maximum de lumière. Ensuite, ça diminue progressivement, tout simplement parce que la lumière parcourt des trajets plus longs. Donc, tout le phénomène principal, finalement, c'est le fait des réflexions internes totales qui donnent une allure de ce type-là, un halo lumineux circulaire de ce type. Alors là, à l'intérieur du disque, c'est pas complètement noir, mais c'est quand même beaucoup plus faible. Et vous avez cet anneau-là qui décroît ensuite à plus grande distance. Et un point intéressant, c'est que le diamètre de ce cercle est proportionnel à l'épaisseur de la couche d'eau. Si on est sur une couche d'eau, on a pu calculer avec Mathieu là, tout à l'heure, c'est 4,5 fois l'épaisseur, le diamètre. Alors, ça, c'était pour un aller-retour, pour une réflexion sur l'interface supérieure. En fait, il faut prendre en compte à chaque fois tous ces phénomènes-là. D'un point de vue formel, on pourrait l'écrire de cette façon-là. Donc, si vous avez la réflectance qui est convoluée avec ce signal, cette dispersion latérale, ce halo lumineux. Mais après, il faut refaire l'opération. Donc là, c'est un signe multiplié et de nouveau la convolution. Donc, vous avez à chaque fois convolution, multiplication, etc. Et pareil, vous le faites une infinité de fois. C'est le mérite de notre article qui a été publié en 2018, c'est d'avoir formalisé complètement, décrit complètement d'un point de vue radiométrique ce phénomène-là. Et voici donc ce qu'on pourrait obtenir. Donc là, c'est une mesure, une photographie d'une telle configuration éclairée avec un pointeur laser. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on a, vous voyez bien que pour ces deux situations-là, c'est-à-dire sans couche et avec une couche, des PSF, des point spread function, qui sont très différentes. Là, ici, très ponctuelles, et puis ici, beaucoup plus étendues en raison de l'épaisseur. Mais il faut bien avoir en tête qu'au niveau de la réflectance et de la BRDF, on a, c'est absolument les mêmes, puisqu'on a, avec les hypothèses qu'on a retenues que la couche était non absorbante. Voilà, pour terminer ma partie, puis je passerai la main juste après, la parole, juste après à Mathieu. Une application, c'est la bassimétrie laser, qui a été proposée par un scientifique russe récemment, en 2019. Et c'est proposé pour une alternative au lidar pour estimer des très petites épaisseurs d'eau. Vous voyez, on voit bien le halo lumineux. Et donc, en mesurant, en estimant le diamètre de ce halo, vous avez une idée de l'épaisseur de la couche d'eau. Et après, d'autres études seraient intéressantes à mener, c'est-à-dire la déformation de cette figure, comme on peut le voir ici, en fonction de la courbure, mais aussi de la rugosité, à la fois de la couche du dessous. Donc là, ici, je crois que c'est simplement du sable, mais aussi de la surface d'eau, si l'eau est plus ou moins agitée ou pas. Voilà pour un exemple d'application de ce pratique, de ce phénomène. Et je laisse tout de suite la parole à Mathieu pour la suite. Oui, merci Lionel. Alors, une des questions en étudiant ce phénomène avec Lionel, une des questions qui nous est venue en tête assez vite, c'est et qu'est-ce qui se passe si le support n'est pas homogène?
Et on a un exemple qu'on connaît bien, enfin en tout cas que je connais bien, c'est celui des imprimés en demi-ton où on met des gouttelettes, enfin des petits points d'encre sur le papier hein, pour générer un certain nombre de tons. Et ça m'a renvoyé à une vieille question qui avait été posée par un imprimeur de cartes d'identité qui voulait comprendre pourquoi, lorsqu'on mettait la couche de protection, donc la dernière couche transparente sur l'imprimé, les couleurs variaient tant, hein, en supposant un peu que cette couche de protection pouvait être un peu absorbante, mais ça n'expliquait pas tous les changements de couleur. Et donc, c'est finalement ce phénomène de halo là, qui nous a amené sur la bonne piste, et c'est le sujet que Fanny Daillé, pardon Fanny là pour l'erreur en planche titre, qui est en train de vérifier le modèle avec des très bons résultats. Alors, un exemple à gauche, Lionel disait que quand le fond est uniforme, quelle que soit l'épaisseur de alors ici, c'est du scotch, hein, donc de couche transparente qu'on a au-dessus, on a la même couleur. Par contre, ici, la partie à droite qui a des petits points d'encre, eh ben, on voit bien qu'il y a une différence de teinte. Et là où il y a le revêtement, c'est plus sombre, les couleurs sont un peu plus saturées. Alors Lionel, planche suivante, on va essayer juste de comprendre un petit peu. Voilà, on illustre d'abord. Donc ça, c'est Fanny qui a pris des photos à grande échelle, hein. C'est donc dans une cuve avec de l'eau sucrée ici, hein, c'est pour faire monter un petit peu l'indice. On va avoir un halo un peu plus étroit quand on a un indice plus élevé, mais on a une réflectance interne qui est un peu plus forte, hein, donc 60% contre 50% avec de l'eau. Et donc, on voit sur un support uniforme, on voit très bien le halo qui avait été montré par Lionel avant. Et on va maintenant travailler sur un fond qui n'est pas uniforme. Ici, c'est des bandes alternativement blanches et noires. Ce qu'on remarque sur la figure de droite, là, ça, c'est avec des lignes qui ne sont pas blanches et noires, mais blanches et magenta. Et on a le spectre du magenta sans ce vernis dessus. Là, ici, c'est un vernis. Et on voit très bien qu'à mesure qu'on met des couches de plus en plus épaisses, ça va s'assombrir. Donc, next. Voilà. Ce qui importe dans ce modèle, c'est le rapport entre la taille, le diamètre du halo qui est lié à l'épaisseur de la couche et la période hein, de ces motifs. On suppose ici que les motifs sont périodiques. Et donc, voilà, on pourrait avoir, disons, des rapports qui sont de kilomètre à kilomètre ou de millimètre à millimètre. Hein, peu importe, c'est le rapport qui importe. Et on a deux situations extrêmes. La situation où les motifs sont extrêmement petits, hein, donc c'est pour être par exemple des grains de sable, ici c'est des tout petits points, avec une épaisseur d'eau très élevée, donc ça fait un très gros halo. Et l'autre, on a des motifs très gros avec une très très fine couche d'eau. Donc voilà, deux situations extrêmes. Et entre les deux, on va avoir un continuum. Alors, petite précision, le fait qu'on ait un phénomène convolutif, ben, ça fait une sorte de filtrage passe-bas, alors pas avec une gaussienne, hein, avec cette forme de PSF très particulière, et ça se produit plusieurs fois. Donc, cet effet va avoir tendance à flouter, hein. Et donc là, on le voit encore avec des imprimantes demi-ton qui paraissent beaucoup plus nettes quand il n'y a pas de cette couche que quand il y a la couche. Hein. Donc, quand on scanne une carte d'identité, on le voit bien, tous les motifs deviennent un petit peu flous. Et puis, bien sûr, plus sombres et plus saturés. Alors, Fanny, avec ses bandes noires et blanches, a progressivement ajouté d'épaisseur d'eau sucrée. Et donc, c'est intéressant de voir le profil. On voit que tout s'assombrit, hein, donc, les courbes bleues, ça c'est sans rien. Et puis ensuite, ça s'assombrit progressivement. Et puis, si vous arrivez à percevoir sur la deuxième période des petites lignes en pointillés, des petites lignes noires en pointillés, ça, c'est ce que prédit le modèle convolutif tel qu'on l'avait développé avec Lionel. Donc, on a un accord quasi parfait. Alors là, on a à très grosse échelle. Vous voyez que la période est de 3 cm.
hein. C'était pour éviter qu'on ait aussi un phénomène convolutif lié à la diffusion dans les matériaux cette fois. Donc là, on est sûr que c'est bien lié à la couche de liquide qui a été mise au-dessus de ces motifs. Et on voit bien que à mesure que le rapport D sur P, hein, donc épaisseur de liquide sur période augmente, la réflectance diminue. Donc, dernière oui, planche suivante. Voilà, donc des exemples où si on a un fond blanc, on peut ajouter tout le liquide qu'on veut, la réflectance ne change pas. Par contre, si on a des lignes qui couvrent 50% de la surface, hein, des lignes noires, hein, on voit que à mesure qu'on augmente l'épaisseur de la couche, euh, on assombrit et il y a une transition assez nette, hein, qui correspond au moment où le diamètre du halo va être comparable à la période des structures, hein, des motifs. Je ne sais pas s'il y a une... Voilà, c'est la fin. Donc, en fait, ce phénomène-là, je pense particulièrement à tous ceux qui travaillent sur des mélanges pigmentaires ou même sur les sols, hein, sur des mélanges de particules qui pourraient être un peu grosses et alternées, hein. C'est vraiment des mélanges de particules qui pourraient avoir des propriétés spectrales euh, différentes. C'est pas du tout exclu que ce phénomène-là se produise, hein, c'est-à-dire que la loi de mélange spectral associée aux différentes particules peut être fortement modifiée par ce phénomène évolutif. Moi, j'ai une petite question, si je peux commencer. Oui. Merci Lionel et Mathieu pour cette présentation, c'est super intéressant. J'avais une question sur la slide 28. Quand on voyait les... Voilà, là. Ouais. Sur le graphe en haut à droite, quand on augmente l'épaisseur d'eau sucrée, Oui, la forme des créneaux change. Est-ce que, oui, et elle revient droite à la fin. Est-ce que c'est... oui. Alors, Lionel, si tu peux remonter au halo de Fanny, peut-être à la planche 22, on va dire ça. Stop, voilà. En fait, Alice, tu vois, le halo, alors, quand le pointeur laser est sur une ligne noire, bon, il n'y aura pas de halo parce que toute la lumière va être absorbée par la ligne noire. Et puis, dès qu'elle passe sur la ligne blanche, on voit ce halo. Alors, tu imagines bien que selon que le halo est petit ou de plus en Oui, plus grand, eh ben, il va intercepter des bandes noires et blanches, plus ou moins grandes. Et donc, du coup, bah, ça fait des formes de profils qui, disons que c'est la convolution des lignes avec le profil du halo ok, qui génère ça, quoi. Et ça génère effectivement ces formes un peu particulières, mais qui sont très, très bien observées dans l'expérience. ok. Là, il y a un très bon accord entre théorie et expérience. C'est remarquable. Ok, ouais, c'est super intéressant comme expérience en tout cas. Et les bandes noires, elles absorbent complètement, c'est ça? C'est pour ça que Oui, le fond, dans la même figure oui. précédente, le fond ne monte pas. Oui, alors elles absorbent, Fanny pourrait certainement nous dire les détails exacts, mais ça absorbe beaucoup, effectivement. Oui, on a quelques pourcents, mais c'est quand même bien noir. Et donc, ça n'augmente pas, puisque en fait, une convolution, puis une multiplication. À chaque fois qu'on rééclaire le fond, on remultiplie, hein, par la Ouais, réflectance du fond. Donc, c'est convolution oui, fois donc c'est. multiplication fois convolution fois multiplication. Et donc, du coup, oui, le noir reste noir. Donc, j'en profite pour remercier D'accord. Fanny pour ces expériences-là, parce qu'elle s'est quand même donné du mal pendant plusieurs mois, hein, pour obtenir des beaux résultats comme ça. J'ai aussi une question s'il y a le temps, je sais pas. Et une dernière, Juste oui. Pascal. Plutôt pour la partie qu'a présentée Lionel, tu nous montrais des exemples où avec un laser on pouvait clairement voir le halo. Et je me posais la question dans des éclairements plus naturels, avec des sources lumineuses plus étendues, est-ce qu'on pouvait quand même voir cet effet de halo et dans quelle situation est-ce que vous avez observé? Est-ce que vous essayez de le voir en vrai chez vous ou sur la table de cuisine? Voilà.
Alors, c'est très facile à voir dès qu'on a un éclairage ponctuel. Il suffit de prendre un cadre sous verre où, par humidité, par exemple, la photo a collé à la vitre. Hein. Il faut qu'il y ait un contact optique entre la couche et le fond, mais dès qu'une photo a un petit peu collé à la vitre, on éclaire avec un pointeur laser, on le voit extrêmement bien. Et si on utilise des sources de lumière un peu plus étendues, ça disparaît assez rapidement. Je me demandais à quelle rapidité, parce que ça dépend de la taille aussi, de l'épaisseur du vernis, en fait, de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, si on éclaire de manière homogène, on convolue quelque chose d'homogène. Donc évidemment, le halo, ce serait un petit peu un effet de bord. Donc si on éclaire avec, je ne sais pas, un spot qui fait 1 centimètre, on a peut-être une chance de voir un effet de bord autour. Mais quand même, c'est mieux d'éclairer en ponctuel, hein, je crois. Je ne sais pas si Lionel, tu as essayé avec un éclairage un peu large. Non, mais bien sûr, oui. Dès qu'on s'éloigne des conditions ponctuelles, c'est très difficile. Ouais, on ne voit plus l'effet. Assez vite, hein. Et puis même, il faut une certaine épaisseur, sinon tu ne vois pas le cercle, hein, il est trop petit. Je me demandais s'il n'y avait pas un effet un peu plus subtil, genre brumeux, vous voyez, un effet reflet légèrement brumeux qui pouvait être peut-être pas super notable, mais quand même. Je peux te répondre en partie, c'est que pour la photographie argentique, ils ont toutes, à l'époque, puisque maintenant ça n'existe plus, mais ils avaient tous un filtre anti-halo sur les films. Hein. Donc pour éviter cet effet, et évidemment là les films sont quand même relativement fins, donc on ne verrait pas les formes de ce type-là, mais je pense que c'est indispensable pour avoir une résolution spatiale correcte. Donc oui, je pense que c'est important. Et une dernière précision, ici on a des fonds extrêmement fortement diffusants, donc voilà, la réflexion est lambertienne, hein, au niveau du support, mais on l'a aussi observé avec Lionel sur des vitres avec une phase dépolie. Hein, donc le fond, dès qu'il est diffusant, le halo va se produire, quoi. Quand on a un dépoli, un bon dépoli sur une des vitres, on l'observe, ce halo. Il faut qu'il y ait une bonne déviation des rayons sur la couche de base, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Il faut que la diffusion au-delà de l'angle critique soit notable. Notable. Okay. Et, merci beaucoup. Est-ce que ça a un impact si cette couche est séparée par une certaine épaisseur de la zone de lambertienne? Alors, en fait, s'il n'y a pas de contact optique, hein, si par exemple on pose une vitre sur un fond et qu'il y a une couche d'air, alors le halo disparaît complètement. D'accord. Il n'y a plus de réflexion totale qui est possible. Hein, d'ailleurs, dans l'étude avec Lionel, on a comparé les deux, hein, avec et sans. Avec contact optique et sans contact optique, on a le halo quand on a le contact optique et il disparaît complètement. On n'a plus que la tâche centrale là sur cette. Ok. Ça me rassure. Non, parce qu'on fait une correction d'un effet d'une vitre au-dessus d'une surface lambertienne dans nos cellules. Ah oui. Voilà, nos cellules fermées. Et on a fait ce calcul pour là, mais on n'avait pas pris en compte ce genre d'effet. Et quand on illumine avec plusieurs petits spots laser, en fait 1 millimètre chacun, je me demandais s'il n'y avait pas. Alors vous l'auriez vu, je pense, mais oui, surtout pas mettre ni d'eau, ni de fluide, pas faire de contact optique entre cette vitre et le fond. Oui, il y a plusieurs, il y a plusieurs millimètres, hein, largement. Oui, parfait. Ok. Merci beaucoup. Très intéressant.